Imaginez ceci. 1945. Un marin noir en uniforme, décoré de médailles, entre dans une gare routière de Louisiane où sévit la ségrégation, son uniforme encore sur lui. Lorsqu'il refuse de se rendre dans la section réservée aux Noirs, la police le bête si violemment qu'il devient partiellement aveugle. Mais au lieu de rester silencieux, il fait quelque chose qui secoue la nation entière et oblige le président à agir. Son nom était Isaac Woodard. Et c'est une histoire que vos manuels d'histoire ont effacée. Nous sommes en 1946 et l'Amérique célèbre. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer et les enfants rentrent à la maison. Les défilés remplissent les rues. Des drapeaux flottent à chaque fenêtre. La nation qui a vaincu le fascisme est prête à embrasser ses héros. Mais il y a un problème dans cette histoire. Car plus d'1 million de Noirs américains, revenus des missions outre-mer, ne sont pas retournés au défilé. Ils sont revenus dans un pays qui refusait de les voir comme des héros. Ces hommes avaient attaqué les plages de Normandie. Ils avaient piloté des avions de combat au-dessus de territoires ennemis. Ils avaient saigné et parfois donné leur vie dans les tranchées aux côtés de soldats blancs, luttant contre la tyrannie et la haine à l'étranger. Mais le moment où ils ont débarqué de ces navires, et lorsque les trains les ont ramenés sur le sol américain, ils ont été confrontés à une dure réalité. L'uniforme n'avait aucune importance. Les médailles n'avaient aucune importance. La seule chose qui comptait était la couleur de leur peau. Les lois de Jim Crow régnaient dans le Sud avec une autorité absolue. La discrimination n'était pas une simple coutume ou tradition. C'était la loi. Les vétérans noirs ne pouvaient pas voter dans les États qu'ils avaient contribué à protéger. Ils ne pouvaient pas manger dans les mêmes buffets que les hommes blancs qu'ils avaient servis. Ils ne pouvaient pas boire à la même fontaine ni utiliser les mêmes toilettes. Et peut-être le plus inquiétant, les autorités du Sud considéraient ces soldats noirs de retour comme une menace et les empêchaient de parler. Ces hommes avaient goûté à l'égalité en Europe et dans le Pacifique. En tant qu'humains, soldats et hommes, ils avaient été traités avec respect. Et maintenant, ils rentraient chez eux avec des attentes de dignité, des attentes de respect, des attentes que la suprématie blanche ne pouvait tolérer. La réaction fut rapide et impitoyable. Les lynchages se multiplièrent dans le Sud. Les campagnes de terreur s'intensifièrent. Les vétérans noirs, spécialement pour le simple fait de porter leur uniforme, furent ciblés, battus et tués. Les uniformes étaient une présence publique. Le message était clair comme le cristal. Tu peux être un soldat ici, mais tu restes un noir ordinaire qui doit connaître sa place. Isaac Woodard était un de ces vétérans, né en 1919 dans la campagne de Caroline du Nord. Il s'était enrôlé et avait servi honorablement pendant 15 mois dans le Pacifique. Il n'était ni problématique, ni engagé politiquement. Il voulait simplement accomplir son devoir et retrouver sa femme. Le 12 février 1946, à peine quelques heures après sa libération honorable du camp Gordon en Géorgie, Woodard monta dans un bus Greyhound. Toujours en uniforme, arborant fièrement son insigne de libération, il se rendait chez lui en Caroline du Nord, sans savoir qu'il ne reverrait jamais le visage de sa femme. Le problème commença de façon simple. Le bus s'arrêta et Woodard demanda au chauffeur blanc, Alton Blackwell, s'il pouvait utiliser les toilettes. Le ton de sa voix ne plut pas à Blackwell. Peut-être Woodard n'avait-il pas dit « Monsieur ». Peut-être ne paraissait-il pas assez soumis. Quelle qu'en fût la raison, Blackwell s'offensa. Des mots furent échangés. Pas de violence physique, rien de brutal, juste un vétéran noir demandant à utiliser les toilettes et un chauffeur blanc refusant qu'on le questionne. Lorsque le bus arriva à Battsburg, en Caroline du Sud, Blackwell avait pris une décision. Il avait appelé la police locale. Ce qui s'ensuivit n'était pas une arrestation. Ce n'était même pas une tentative de justice. C'était un lynchage proche du meurtre. Le chef de police de la ville, Lawwood Shull, accompagné de ses officiers, fit descendre Isaac Woodard du bus, encore en uniforme et arborant son insigne de service. Woodard demanda ce qu'il avait fait de mal. Il demanda à voir un mandat de perquisition. Il les appela « Monsieur ». Rien de tout cela n'avait d'importance. Shull et ses policiers le frappèrent sauvagement avec leurs matraques jusqu'à ce qu'il s'effondre. Mais cela ne suffisait pas. Dans un acte de cruauté systématique qui marquerait l'histoire américaine, le chef de police prit le bout de sa matraque et le pressa directement dans les yeux de Woodard. Pas une fois, mais plusieurs fois, jusqu'à ce que ses 2 cornets se déchirent et saignent. Woodard hurla dans la douleur tandis que sa vision s'éteignait. Puis, on le plaça dans une cellule de prison pour la nuit. Pas de médecin, pas de soins, pas d'explication, pas d'accusation, pas d'humanité. Au matin, Isaac Woodard était devenu aveugle de manière permanente et irréversible. Il ne verrait plus jamais le lever du soleil, ni le visage de sa femme, ni un livre, ni le monde qu'il avait combattu pour protéger.
La police le relâcha sans un mot et le laissa errer aveugle dans une ville inconnue jusqu'à ce qu'une famille noire le trouve et l'emmène à l'hôpital. Les autorités locales pensaient que l'histoire s'éteindrait là. Juste un autre acte de violence anonyme dans le long et sanglant catalogue de Jim Crow. Un autre homme noir qui avait payé le prix pour briser l'ordre. Mais cette fois, quelque chose de différent se produisit. La NAACP reçut l'information sur l'attaque. Les journaux noirs commencèrent à publier l'histoire. Et, de façon inattendue, l'histoire arriva sur le bureau d'Orson Welles. Oui, Orson Welles, le légendaire réalisateur de Citizen Kane, l'une des voix les plus influentes d'Amérique. Welles lut ce qui était arrivé à Isaac Woodard et fut horrifié. Il ne pouvait pas rester silencieux. Pendant 4 soirées consécutives sur son programme de radio national, Welles consacra toute son émission à l'affaire Isaac Woodard. Il détailla la brutalité dans ses moindres détails. Il prononça à plusieurs reprises le nom du chef de police Lin Chul pour que toute la nation sache exactement qui avait aveuglé un vétéran décoré. Il demanda justice. Il exigea des comptes. Et l'Amérique écouta. Les réactions furent immédiates. Les journaux du pays relayèrent l'histoire. Les organisations des droits civiques agirent. La pression monta et, surtout, l'affaire arriva sur le bureau du président Harry S. Truman. Homme du Missouri aux vues complexes sur la question raciale, Truman fut profondément secoué lorsqu'il eut les détails de ce qui était arrivé à Isaac Woodard. Dans une lettre privée, il écrivit « Lorsque j'ai appris que des soldats noirs revenant de l'étranger étaient descendus de camions militaires au Mississippi et battus, mon estomac se retournait. » Pour Truman, ce n'était plus abstrait. C'était un homme ayant servi son pays et récompensé par la cécité. Le gouvernement fédéral intervint presque immédiatement. Une situation sans précédent. Pour la première fois, une affaire de violence raciale dans le Sud reçut une intervention fédérale. Le ministère de la Justice poursuivit et fit juger le chef de police Lin Chul. Pendant un instant, il sembla que la justice pouvait réellement prévaloir, même dans le Sud de Jim Crow, en novembre 1946, pour un homme noir. Le procès débuta dans un tribunal fédéral de Caroline du Sud. Les preuves étaient accablantes et incontestables. Les yeux dévastés d'Isaac Woodard furent examinés par des médecins qui attestèrent de la nature intentionnelle et brutale des blessures. Il y avait des témoins de l'attaque, des dossiers médicaux. Le procès contre Shaw était solide. Cela aurait dû être la condamnation la plus facile de l'histoire juridique américaine. Mais nous sommes en Caroline du Sud. Ici règne Jim Crow, et le jury est entièrement composé de blancs. Pendant 30 minutes, ils délibérèrent. 30 minutes pour décider si un chef de police, qui avait rendu aveugle un vétéran décoré pendant sa détention, avait commis un crime. À leur retour dans la salle d'audience, le verdict fut annoncé, acquitté de toutes les charges. La salle retentit de cris d'acclamation. Les spectateurs blancs applaudissaient comme s'ils célébraient la victoire de leur équipe locale de football. Lin Chul quitta le tribunal libre, souriant et serrant la main de ses partisans. Isaac Woodard, assis dans la galerie, aveugle et brisé, écoutait la célébration de la liberté de son agresseur et ressentit que le concept même de justice était mort. Le système avait encore gagné. La suprématie blanche protégeait ses membres. Le message était clair, vous pouvez rendre aveugle un vétéran noir impunément. Vous pouvez ruiner la vie d'un homme parce qu'il a voulu utiliser les toilettes, et l'Amérique blanche vous applaudira pour cela. C'était une défaite écrasante. Un autre chapitre dans l'histoire infinie de la violence raciale sans conséquence. Une autre victime noire sacrifiée sur l'autel de Jim Crow, laissée avec rien d'autre que douleur et obscurité. Mais ce que vos manuels d'histoire ne vous ont pas enseigné, ce qu'ils ont effacé, c'est ceci. La cécité d'Isaac Woodard ne s'est pas terminée dans cette salle d'audience. Elle ne s'est pas terminée avec l'acquittement de Shaw ni avec la victoire du système, parce que le président Truman n'a pas pu l'oublier. Il ne pouvait ignorer ce qui s'était passé. L'image d'Isaac Woodard, aveugle et trahi par le pays qu'il avait servi, le hantait. En décembre 1946, seulement quelques semaines après l'acquittement de Chul, Truman fit quelque chose de remarquable. Il créa le Comité présidentiel des droits civils, la première commission fédérale chargée d'enquêter sur l'injustice raciale. La création de ce comité était une réponse directe à l'affaire Isaac Woodard. Puis, le 26 juillet 1948, le président Harry S. Truman signa l'ordre exécutif 9-1981. D'un seul trait de plume, il mit fin à la ségrégation raciale dans toutes les forces armées des États-Unis. Chaque branche, chaque base, chaque unité, soldats noirs et blancs s'entraîneraient ensemble, combattraient ensemble, dormiraient dans les mêmes casernes et mangeraient dans les mêmes cantines. Ce fut la première grande action fédérale contre la discrimination raciale dans l'histoire américaine.
Cela se produisit 6 ans avant l'arrêt historique Brown v. Board of Education qui mit fin à la ségrégation scolaire. 6 ans avant que Rosa Parks ne refuse de céder son siège. La plus puissante institution d'Amérique, l'armée, devint intégrée à cause de ce qui était arrivé à un marin dans un bus de Caroline du Sud. Prenez un instant pour mesurer l'ampleur de cela. L'abolition de la discrimination militaire est devenue un modèle pour le mouvement des droits civiques dans la société civile. Elle prouva que l'intégration pouvait fonctionner. Elle prouva que noirs et blancs pouvaient servir côte à côte avec compétence et dignité. Chaque unité militaire intégrée, chaque officier noir qui gravit les échelons, chaque général, amiral ou pilote qui suivit, reposait sur les épaules du sacrifice d'Isaac Woodard. Sa cécité offrit la liberté et la dignité à des millions de soldats noirs qui vinrent après lui. L'ironie cruelle était presque insupportable. Linwood Shull errait librement, jamais puni. Il vécut le reste de sa vie en Caroline du Sud comme un homme libre et fut probablement célébré par la communauté pour avoir remis à sa place ce soldat noir arrogant. À court terme, il avait gagné. Mais dans la perspective plus large de l'histoire, il perdit tout, car la brutalité qu'il avait utilisée pour terroriser et faire taire déclencha un changement suffisamment profond pour remodeler la société américaine. Un seul acte de violence contre un marin noir provoqua l'intégration de la plus puissante armée de l'histoire de l'humanité. Isaac Woodard vécut jusqu'en 1992, passant près de 50 ans dans l'obscurité. Sa vue fut volée par la haine. Il ne vit jamais l'armée intégrée qu'il avait contribué à créer. Il ne vit jamais de généraux noirs commander des unités, ni de pilotes noirs dans le ciel. Il ne vit jamais Colin Powell devenir chef d'état-major. Mais il sut. Les gens lui racontèrent. Ils lui firent comprendre que sa douleur n'était pas vaine, que sa cécité, son acquittement et son refus de se taire avaient une importance. Il témoigna à plusieurs reprises, partagea son histoire encore et encore, même douloureusement, malgré le silence que le monde essayait de lui imposer. Et voici la leçon qu'il ne voulait pas que vous appreniez. Le nom d'Isaac Woodard n'apparaît pas dans tous les manuels d'histoire américains, parce que son histoire prouve quelque chose de dangereux pour le statu quo. La persécution systémique peut être renversée par le courage individuel. La simple expression de la vérité par une personne seule peut obliger toute une nation au changement. La justice peut être refusée dans un tribunal, mais l'histoire enregistre plus longtemps. Isaac Woodard perdit la vue, mais il gagna l'immortalité. Linwood Shull, lui, conserve son immortalité, non pas celle de la justice, mais celle de tout ce que l'Amérique doit encore affronter. Ils ont essayé de le détruire, de le faire taire, de faire de lui une victime oubliée du terrorisme racial. Mais la vérité a un pouvoir qui dépasse la vue. Son histoire survécut. Elle résonna dans les couloirs de la Maison-Blanche. Elle changea des lois et des politiques. Elle ouvrit des portes fermées. Chaque Américain noir ayant servi dans une armée intégrée, chaque soldat ayant commandé, piloté ou combattu sans craindre son uniforme, est la preuve vivante de la victoire d'Isaac Woodard. Ils ont rendu aveugle un marin, mais ils ne purent aveugler l'histoire. Ils ne purent aveugler l'avenir que le marin a contribué à créer. Voici le pouvoir de se souvenir. Voici le pouvoir de la vérité. Voici le pouvoir d'un seul homme qui refuse de disparaître. Dans l'obscurité, Isaac Woodard ne vit jamais le monde qu'il changea. Mais grâce à lui, des millions d'Américains noirs purent enfin envisager un avenir uniforme, courageux, digne et égalitaire. Ce n'est pas seulement de l'histoire. C'est la victoire.